Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire la première partie de mon bilan lecture pour le mois d'août 2018. Alors je voulais vous faire un petit bilan, mi-bilan, enfin bilan de mi-challenge on va dire, pour les Newts, sauf que j'ai lu beaucoup de livres et donc je vais devoir un peu me dépêcher pour tous vous les présenter entre guillemets, histoire que la vidéo soit pas trop longue. Donc si vous voulez des avis plus approfondis sur certains livres, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, je vous indiquerai pour quels livres j'ai fait des chroniques et pour lesquels je n'en ai pas fait. Oui, parce que en fait là j'ai lu 17 livres en 16 jours. Voilà, donc on va commencer. Le premier livre que j'ai lu c'est Green Lantern tome 1 Sans peur. Le scénario est écrit par Geoff Jones et au dessin il y a plusieurs personnes. Alors j'aime beaucoup le personnage de Green Lantern, même s'il est un peu arrogant et un peu agaçant parfois. Son arrogance permet de cacher sa faiblesse, on va dire. J'aime aussi beaucoup l'idée d'un corps, un peu comme les Gardiens de la Galaxie, mais pas tout à fait pareil. J'aime bien l'idée d'un corps avec des secteurs de protection, tout ça, enfin c'était sympa. Donc j'avais envie de lire un peu plus sur Green Lantern. Voilà, je vous montre un peu les illustrations qui sont vraiment pas mal je trouve. Par contre ce livre est énorme, donc il est très difficile à tenir. Je vais essayer de vous montrer un truc sans vous spoiler, mais je vais vous montrer le début. Hein. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette réunion de super-héros, tout ça. Il y a aussi ici des mentions entre guillemets à la Justice League, puisqu'on voit Batman, on voit Wonder Woman et Superman. On voit aussi Green Arrow. Il y a aussi bien sûr des super méchants. Le seul problème c'est qu'en fait il faut avoir lu certaines séries pour comprendre toute l'intrigue de ce premier tome. Et je ne les ai pas lus. Donc j'ai pas tout compris forcément. Il fallait par exemple lire Infinite Crisis je crois. Il fallait aussi lire une autre série antérieure qui concerne les Green Lantern. Par exemple concernant Sinestro. Sinon bon c'était très bien hein, mais un peu perdu parfois. Voilà. Ensuite j'ai lu House of Names de Colm Tóibín. C'est une mise en roman du mythe de la famille d'Agamemnon. Donc le fait qu'Agamemnon doive sacrifier sa fille Iphigénie pour avoir un vent favorable. La réaction de sa femme Clytemnestre et les destins de ses deux autres enfants Oreste et Électre. Alors, un petit truc, ça m'a pas vraiment gêné dans le roman mais c'était un peu étrange, c'est qu'en fait on commence avec le point de vue de Clytemnestre, donc à la première personne, puis on passe à Oreste en troisième personne, puis à Électre en première personne. C'était un peu étrange. Bon du coup je me suis vachement identifiée à Clytemnestre et Électre quand j'étais dans leur point de vue on va dire. En revanche, j'ai pas du tout apprécié le personnage d'Oreste. J'ai trouvé que les passages qui le concernaient étaient assez longs et beaucoup moins intéressants que ceux qui concernaient les deux personnages féminins. J'ai aimé l'écriture, puisque franchement Colm Tóibín écrit vraiment très bien, donc je pense que je lirai d'autres œuvres de lui. Par exemple, il y a The Blackwater The Blackwater Lightship qui m'intéresse, et Brooklyn. Voilà. Donc je sais que je lirai d'autres œuvres de l'auteur. Évidemment j'adore la mythologie donc j'étais heureuse de lire ce roman. J'ai aussi aimé l'espèce de réflexion sur surtout le personnage de Clytemnestre. Ici si vous connaissez pas le mythe c'est très bien parce que vous allez être surpris par tout ce qui va se passer. Bon moi le connaissant j'étais pas surprise mais c'était quand même vachement bien de le lire en roman on va dire. Donc Clytemnestre est un personnage assez ambigu puisque d'un côté c'est une femme qui va perdre sa fille, enfin c'est son mari quand même qui assassine sa propre fille bien sûr. Je n'ai jamais aimé Agamemnon rien que pour ça. Et j'ai détesté Oreste aussi. Donc, quand je lisais, en tout cas le mythe, pas forcément dans le roman, mais quand je lisais les mythes, en groupe à pratiquement tous les personnages masculins des mythes grecs. Et on dit oh ce sont des héros. Non. non. Alors voilà, donc il y a une belle réflexion sur Clytemnestre je trouve, mais aussi sur Électre, puisque quand sa mère revient d'avoir emmené sa fille se faire sacrifier sans savoir qu'elle allait se faire sacrifier, elle ne comprend absolument pas ce qui s'est passé et tient sa mère pour responsable puisque sa mère ne va pas vers elle. Donc c'était un très bon roman mais il manquait quelque chose pour moi, j'ai pas du tout aimé le personnage d'Oreste. Et il y avait aussi de la violence contre les animaux, j'ai énormément de mal à lire ça. Encore de la violence contre les hommes, je peux comprendre, mais de la violence contre les animaux, non. Voilà, donc très bon roman, je vous le conseille et je pense qu'il sera bientôt traduit en français et j'ai fait une chronique pour ce livre. Ensuite, j'ai lu Once Upon a Time, Shadow of the Queen de plusieurs personnes. Alors, je vais tous vous les donner. Hein. Il y a Daniel T. Thompson pour l'intrigue,
Corinna Beko pour le script et plusieurs personnes pour les illustrations. Il y en a vraiment beaucoup, donc bon, vous verrez si vous lisez. Alors en gros c'est une espèce de... un préquel on va dire, qui nous raconte l'histoire de la reine et du chasseur dans la série Once Upon a Time. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la série je pense. C'est juste que la reine a pris le cœur du chasseur et donc on nous explique comment, pourquoi, en gros, leur histoire quoi. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super intéressant, surtout qu'on ait différents illustrateurs. Puisque, par exemple ici vous voyez, on a un dessinateur, ici un autre. Alors je sais que ça a gêné certaines personnes. Mais moi pas du tout en fait. J'ai au contraire aimé avoir différentes perspectives on va dire. Et même le livre est trop beau. J'ai aimé qu'on découvre différents personnages, il y a aussi ici Snow White et Red. Donc j'ai aimé tout ça, mais même si l'histoire est bien et que j'ai aimé en découvrir un peu plus sur ces personnages, c'est quand même très court. Voilà, c'est le seul inconvénient. C'est très court. D'ailleurs il faut que je continue à regarder la série parce que je me suis arrêtée entre temps, mais il faudrait peut-être que je recommence. J'ai ensuite lu DC Super Hero Girls, tome 1, à toute épreuve de... Ah, je suis tellement préparée pour ce genre de choses. De Shea Fontana, Yancy Labatt, là-bas, et Monica Kubina. Alors, bon, ici, voilà, c'est simple, c'est une école de super-héroïnes. De super-héros même, parce qu'il n'y a pas que des super-héroïnes. Et donc, forcément, on suit les grandes super-héroïnes d'ici, du genre Wonder Woman, du genre Supergirl, Batgirl, tout ça. Et aussi les super-vilaines, c'est-à-dire Katana, Harley Quinn et Poison Ivy, par exemple. Alors déjà je me disais que le concept était intéressant, mais je me demandais comment ils avaient fait pour réunir héroïne et super vilaine dans la même BD. Alors les illustrations sont vraiment top, j'adore, je trouve ça vraiment très beau. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était incohérent, rien que par la réunion des super héroïnes et des super vilaines. Enfin je veux dire, comment même si on n'a pas connu les histoires d'origine de toutes ces femmes, comment peut-on réunir Wonder Woman, qui est censée être une jeune fille qui est éduquée sur Themyscira, et Harley Quinn, qui ne devient Harley Quinn que quand elle devient adulte? Comment peut-on les réunir, les mettre là et dire bah oui c'est normal. Ok, c'est aussi très enfantin, vraiment, les dialogues et les actions sont... Voilà, c'est... Donc même si c'est divertissant et que les illustrations sont top, c'est vraiment trop enfantin. J'ai quasiment eu l'impression qu'on prenait les enfants pour des imbéciles en fait en lisant cette BD, donc j'étais un petit peu déçue. Dommage. Ensuite, j'ai lu Une maison de poupée de Henrik Ibsen. Ça fait très longtemps que cette pièce est dans ma palle. Et je me suis dit, bon allez, j'ai beaucoup de livres en palle, je vais lire des petits livres histoire de les virer. Et en plus j'avais très envie de le lire depuis longtemps. En gros ici on va suivre Nora qui vit avec son mari Thorvald, Elmer oui, Thorvald, de son prénom. Et qui est en gros une poupée, c'est-à-dire que c'est un objet pour son mari, il l'a dans sa maison, il est content, elle dépense des sous, c'est formidable, bon c'est pas bien Nora, c'est un petit oiseau, une petite alouette, blablabla. Alors j'ai adoré cette pièce, juste pendant la majeure partie de la pièce j'étais à la fois indignée, triste, énervée, j'avais envie de tuer absolument tous les personnages masculins. Voilà, cette pièce a été décrite comme étant une pièce féministe, mais en fait Ibsen n'avait pas vraiment l'intention de faire une pièce féministe, c'était plus pour lui une pièce individualiste où il expliquait qu'en gros chaque individu doit d'abord se trouver lui-même, se grandir par lui-même, apprendre par lui-même et ensuite pouvoir apprendre à d'autres ou pour pouvoir aimer d'autres personnes. Donc voilà, c'est juste que ici, comme le personnage principal est une femme, c'est aussi féministe puisqu'elle explique en gros à son... Enfin non, je ne veux pas vous spoiler. Je m'arrête là. Sachez juste que le personnage de Nora va vous paraître très agaçant et très superficiel pendant la première partie de la pièce en tout cas. Et que tous les personnages masculins sont aberrants. Comme le docteur qui est persuadé qu'il va mourir parce que son père a commis des péchés. Comme Krostad qui profite d'une femme. Et comme Thorvald qui est juste le sexiste ordinaire on va dire, par excellence, voilà. Donc j'ai fait une chronique sur ce livre si ça vous intéresse sur le blog, excellent. Ensuite j'ai terminé l'audiobook d'Une vie de Simone Weil, j'ai fait une vidéo sur
mon expérience avec l'audio. Donc bon, si vous voulez plus de détails, vous pouvez peut-être aller voir cette vidéo, mais sachez juste que c'était super, que j'ai adoré le fait d'avoir la voix de l'auteur pendant les 2 premiers chapitres, et que la narratrice qui suit est tout de même une bonne narratrice. J'ai été touchée par ce livre, et j'ai aimé avoir le discours sur l'IVG de Simone Weil. Ensuite, j'ai lu Le pianiste de Vladislav Spilman, je crois que ça se dit comme ça son nom. Donc c'est un témoignage, encore une fois, un témoignage de la Seconde Guerre mondiale, j'étais à fond. Hein. C'est un témoignage de l'auteur qui raconte en fait sa vie à Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale, donc de 39 à 45. Donc c'est différent des témoignages habituels, puisqu'ici on n'est pas dans un camp, on est vraiment dans Varsovie, dans le ghetto par exemple, et par la suite juste dans la ville ou aux alentours. Donc c'était intéressant et différent de ce que j'avais lu d'habitude. Par contre, je pense qu'il ne faut pas présenter ce livre comme le témoignage d'un pianiste qui est sauvé par sa musique. En tout cas par le fait qu'un lieutenant allemand va lui demander de jouer du piano et que sa vie dépend de sa performance. En gros, je pense que c'est pas vraiment rendre justice au livre parce que c'est pas vraiment le cas, en tout cas selon moi. Puisque dans la majeure partie du livre, on voit plutôt la survie, enfin oui, c'est quasi un livre de survie, puisque Vladislav Spilman va échapper au convoi de la mort, va errer en gros dans Varsovie, et en gros c'est son histoire, comment il a fait pour survivre. Et à la fin, oui, mais c'est juste la fin, il y a bien un lieutenant allemand qui lui demande de jouer du piano, mais je pense pas qu'il l'aurait tué s'il avait échoué. En tout cas dans le contexte, c'est clair que ça n'aurait pas été le cas. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant et très différent. C'était aussi très difficile à lire puisqu'il y a des passages affreux où on lit en fait ce que les nazis, mais aussi ce que les Ukrainiens ou les Lituaniens ont fait au ghetto de Varsovie, donc comment ils ont tué des gens sans aucune raison, juste parce qu'ils avaient envie ou parce qu'ils les croisaient dans la rue. C'était assez difficile à lire, mais c'était vraiment... Je suis contente de l'avoir lu et j'ai fait une chronique sur le blog. J'ai aussi aimé avoir les extraits du journal de Wim Ozenfeld qui a été par la suite en 2007 ou en 2009 je crois, qui a été considéré comme injuste, et c'était intéressant de voir sa vision des choses, surtout qu'il est présent dans le livre et donc on a le point de vue de Vladislav sur lui et son propre point de vue. C'était intéressant. Ensuite j'ai fini l'audiobook d'Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc Harry Potter à l'école des sorciers, écrit par J.K. Rowling évidemment, et narré par Jim Dale. J'en ai aussi parlé dans la vidéo sur les audiobooks, j'ai adoré, même si c'était étrange pour moi puisque, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, je suis pas vraiment quelqu'un de très auditif, j'ai besoin de voir les mots, de voir les images, tout ça. Je suis plutôt quelqu'un de très visuel, donc c'était étrange, mais franchement Jim Dale est un super narrateur, donc je vous recommande l'audiobook si vous voulez tenter. Ensuite j'ai lu Le Cousin Pons de Balzac, donc un livre pour l'agrégation. Alors c'est l'histoire du cousin Pons qui a une collection d'œuvres d'art, et en gros ses proches et ses moins proches veulent le dépouiller. Alors c'est bien écrit évidemment, c'est Balzac j'ai envie de dire, mais il y a quelque chose qui me chagrine en gros quand je lis Balzac, c'est que des fois il y a des phrases quasi incompréhensibles tellement... Enfin je sais pas, c'est un des auteurs le plus incompréhensible qui soit pour moi en tout cas. C'est pas que l'histoire soit incompréhensible, c'est que, enfin on comprend le sens, on comprend ce qui se passe, tout ça, mais il y a certaines phrases, par exemple quand il décrit pendant 300 ans quelque chose, je lis la description, j'ai fini la description, je ne sais même plus de quoi il parlait, parce que c'est un peu ennuyeux quoi. Mais on peut pas dire que ce livre soit complètement ennuyeux étant donné que j'ai été assez... Comment dire, j'étais passionnée pendant que je lisais ce livre, puisque le cousin Pons c'est quelqu'un de très naïf, et il y a plus naïf que lui, il y a aussi Schmook, son ami. Et j'avais envie qu'il se bouge, qu'il se secoue, qu'il réagisse, et voilà, je ne vous dirai pas comment ça termine, mais sachez que ce livre m'a tellement agacée. En gros, ça montre bien la noirceur de l'humanité, la cruauté dont certaines personnes peuvent faire preuve, la cupidité, le besoin de s'enrichir absolument, même si ça veut dire tuer quelqu'un, ou dépouiller quelqu'un, ou mettre quelqu'un à la rue. Voilà, c'était très difficile à lire, et même si ces personnages Pons et Schmook sont très naïfs, je les ai quand même beaucoup aimés et j'ai adoré la relation qu'ils ont. Donc j'ai fait une chronique sur mon blog pour ce livre si vous voulez en savoir plus. J'ai ensuite lu Final Fantasy Lost Stranger, pardon j'ai du mal, d'Azuki Minase et Itsuki Kamiya. J'ai toujours aimé Final Fantasy, la franchise, je n'ai jamais joué à aucun des jeux parce que je n'aime pas du tout la façon dont ils sont faits, le type de jeu que c'est. Je ne saurais plus vous dire c'est quoi, mais
Je n'aime pas du tout, en tout cas moi je préfère pouvoir me déplacer librement dans l'espace, on va dire. J'étais contente de voir que ce manga était sorti, je me suis dit ça peut être sympa, puisque je vais entrer dans un univers Final Fantasy sans m'énerver parce que je ne peux pas jouer comme j'en ai envie. Et j'ai beaucoup aimé ce manga, c'était super. Les illustrations sont sympas. J'ai aimé les personnages. Non, je vais peut-être pas vous montrer ça parce que c'est un spoil. J'ai aimé les personnages. Mais alors il y a un événement qui se produit au début du manga, je m'y attendais tellement pas. Je suis restée là genre d'accord. C'était très sympathique, il y avait un dragon. Donc forcément, il y avait aussi des espèces impressionnantes. Genre je ne me souviens plus comment s'appelle cette chose, mais... Un curl, pardon. Voilà, donc c'était très bien. Mais bien sûr, malheureusement, il y a quelques petits clichés du genre qui restent un peu trop présents. Dommage. Mais c'était quand même très bien et donc je lirai la suite. Ensuite, j'ai lu Une sacrée mamie tome 1 de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa. Désolée, j'ai un peu de mal. C'est l'histoire d'Akiro qui vit avec sa mère et son frère et en fait sa mère ne peut plus élever deux enfants en même temps. Donc il va partir chez sa grand-mère. Alors, comme dans le manga précédent, une des premières scènes m'a laissé bouche bée parce que je m'y attendais vraiment pas. Je vais vous montrer un peu les illustrations. C'était super beau, c'était très émouvant, ça donne une belle leçon de vie et c'était formidable. Donc je sais que je vais continuer à lire ce manga, c'était juste trop beau. Et Yoshishi Shimada a écrit en fait un roman autobiographique sur sa vie, en fait c'est sa vie ce manga. Et donc voilà, le manga est adapté de ce roman. Donc voilà, c'était top, j'ai adoré la mamie dont je ne me souviens plus le nom, je suis affreuse. Et j'ai adoré les personnages, enfin en gros c'était vraiment génial. Ensuite j'ai lu Library Wars, tome 1, Conflit de Hiro Arikawa. Beaucoup de japonais ce mois-ci, j'ai un peu de mal à prononcer leur nom, je suis désolée. Alors ici c'est un roman SF qui se passe en 2019, donc ça m'a fait rire parce que c'était genre oh là là c'est dans super longtemps. Et moi j'étais là, c'est l'année prochaine. Ça se passe au Japon dans les années 2019, oh là là. Je suis désolée, je sais pas si c'est la fatigue, la chaleur ou quoi, mais c'est n'importe quoi ce que je raconte. Il y a eu une loi sur l'amélioration des médias et donc la censure fait rage au Japon. Et la seule façon de protéger les livres, ça a été pour les bibliothécaires de monter des armées, en gros, qui protègent leur bibliothèque et qui peuvent aussi protéger les livres et les droits des lecteurs. C'était génial cette réflexion sur la liberté des lecteurs, sur les livres, sur la censure, tout ça, c'était vraiment formidable. J'ai juste eu des petits problèmes avec les personnages au début parce qu'ils m'ont agacée. Du genre Iku qui est tellement brillante, spontanée, tellement naïve, d'une naïveté. Mon dieu. En revanche j'ai adoré Shibazaki par exemple, où moi et la mémoire des noms. Je suis affreuse. Komaki je crois qu'il s'appelle. Mais en revanche par exemple Dojo m'a aussi énervée, autant qu'Iku. Pour autant j'ai adoré ce livre. C'était génial. Et je pense bien sûr lire la suite. J'ai fait une chronique sur mon blog, si vous voulez voir. J'ai ensuite lu le roman comique de Scarron pour l'agrégation. Alors bon, je m'attendais pas à aimer. C'était un peu long. On suit une troupe de comédiens en fait qui arrivent au Mans. Et donc en fait on va avoir des petites histoires. Par exemple il y en a un qui raconte une histoire... c'est surtout des histoires espagnoles ou qui se passent en Espagne. Et donc ça rappelle un peu le roman picaresque. C'était sympa à certains moments. Mais c'était surtout long, pour la plupart du temps. Par exemple, le début était surtout long. Et j'ai surtout aimé les deux dernières nouvelles. C'était intéressant, mais pas mon roman préféré, on va dire. Il y a beaucoup de farce, de burlesque, on va dire, et c'est pas trop ce que j'apprécie. Donc l'humour est assez gros, on va dire, et personnellement, ça ne m'a pas fait rire. Voilà. Mais bon, j'ai fini par m'attacher au personnage, comme c'est un groupe d'amis, entre guillemets. Donc bon, voilà. Tout n'est pas perdu. J'ai ensuite lu Les Carnets de Cerises, tome 1, Le Zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Néré, prêté gentiment par ma soeur. Elle m'avait dit en fait oh j'ai les Carnets de Cerises, je les ai lus, j'ai adoré, tu veux les lire, je suis sûre que ça va te plaire. Et moi j'étais là, bon je suis pas sûre que ça va me plaire mais bon pourquoi pas. Et heureusement que je les ai lus parce que c'était juste magnifique. Je vais pas vous montrer en fait la grande révélation parce que c'était juste trop beau. Donc je vais vous laisser voir. Mais en gros c'est la petite cerise qui fait des enquêtes et qui va suivre un monsieur mystérieux. Et elle va découvrir son secret. Et c'était juste magnifique. J'adore les illustrations. J'ai envie de vous en montrer une mais je peux pas parce que sinon je vous spoil. Sachez juste que c'est trop beau. Bon je vais pas dire que c'est enfantin. En fait comme Cerise a 11 ans il me semble.
C'est le point de vue d'une petite fille de 11 ans, donc c'est réaliste dans le sens où c'est enfantin, mais c'est pas enfantin au point d'être comme par exemple DC Superhero Girls, je sais plus quoi. Là c'était juste prendre les enfants pour des imbéciles, là c'est juste beau. Voilà. Et du coup, comme j'ai adoré le premier tome, j'ai aussi lu le tome 2, le livre d'Hector. C'était pas encore plus beau parce que comme dans le premier il y avait des animaux, j'étais évidemment conquise. Mais le deuxième était, on va dire, aussi beau dans un autre genre, puisque là c'est à propos de livres. Donc voilà, c'était très très beau encore une fois. Magnifique. J'ai quasi envie de les acheter pour moi tellement j'aime. Et enfin le dernier livre que j'ai lu pendant cette première moitié du mois, je l'ai fini là tout à l'heure, c'est Rokel and the Phoenix, le premier tome de The Rokel Saga de Tiffany Skylark. Donc c'est l'auteur qui m'a contacté pour que je lise son livre. Et malheureusement je n'ai pas apprécié. Alors on suit Rokel qui est un elfe et qui va être chargé de remplacer la pierre de vie qui est en train de s'éteindre en même temps que le phénix qui la garde. Donc le phénix va évidemment renaître de ses cendres et Rokel va devoir trouver une nouvelle pierre de vie pour en gros la donner au phénix pour protéger la planète. Il y avait beaucoup de clichés, l'écriture n'était pas top, je n'ai pas aimé les personnages puisque Rokel est très agaçant, comme Ava d'ailleurs. Les autres personnages ne sont pas assez creusés, il n'y a pas assez de détails, certaines scènes sont trop longues, d'autres pas assez, les dialogues... Certains sont complètement inutiles et rallongent le livre pour rien. Et voilà, c'est trop facile, trop rapide et dommage. Voilà, et je suis pas non plus très fan de cette couverture. Mais j'ai quand même vachement aimé le monde, puisque c'est quand même vachement intéressant, le fait qu'il y ait des elfes, différentes espèces. Le fait aussi qu'on voit des créatures fantastiques, genre le phénix, mais aussi des loups ailés ou ce genre de choses. C'était top, mais le reste, voilà, dommage. Je ne pense pas que je continuerai la série du coup. Et... je vais faire une chronique sur mon blog, si vous voulez en savoir plus. Petit aperçu de ce que je suis en train de lire, je lis Stone Matrix de Margaret Atwood, donc 9 contes traduits en français. Donc voilà, ça c'est génial, c'est formidable, j'adore l'écriture, évidemment, c'est formidable. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous voulez les lire, ce que vous avez lu vous pendant cette première partie du mois d'août, si vous avez eu des coups de cœur, ou si au contraire vous avez eu des petits flops. Merci beaucoup à ceux qui aiment les vidéos, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!